Bonjour à tous et bienvenue dans Dev Café, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine. Pour rappel, Dev Café c'est votre émission autour de l'actualité du développement mobile et c'est chaque matin à 7 h sur cette même chaîne YouTube. Pour cela on va s'intéresser à l'actualité qui a marqué la fin de la semaine dernière et ce week-end. Mais avant ça, une petite info, je vous ai préparé un tuto autour de Dynamic Island et ce sera publié ce midi à donc midi et demi comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à revenir sur la chaîne. Et maintenant je vous propose d'enchaîner tout de suite avec les actualités du jour. On commence ces actualités avec Ubuntu et des applications Flutter. Alors vous le savez peut-être, sur la version actuelle, c'est-à-dire la 22.04, il y aurait dû y avoir un nouvel installateur graphique et ce nouvel installateur, il était fait en Flutter. Mais bon, comme vous pouvez le remarquer, bien aujourd'hui c'est pas disponible, mais par contre, c'est désormais le cas puisque vous allez pouvoir tester. Ce nouvel installateur, il s'appelle Ubuntu Desktop Installer et il vient donc remplacer Ubiquiti qui était utilisé jusqu'à présent. Et là, en l'occurrence, vous avez désormais la possibilité de tester ce nouvel installateur qui ne sera probablement pas disponible dans la 22.10 qui va sortir dans le prochain mois, parce que ça reste encore à l'état de développement, peut-être en version bêta, mais pas encore suffisamment stable. La nouveauté, c'est que vous n'avez absolument pas besoin de faire une nouvelle installation pour tester ce nouvel installateur. Il vous suffit de lancer la petite commande que vous voyez ici, et vous allez alors pouvoir tester ce nouvel installateur dont vous voyez ici certaines images que je vous fais défiler. Ça ressemble beaucoup à ce qui était proposé auparavant et dans l'idée ce sera probablement déployé en 2023, donc c'est-à-dire un an après ce qui était initialement prévu. On enchaîne avec la deuxième information autour d'Ubuntu et aujourd'hui si vous voulez installer des applications vous utilisez ce qui s'appelle le Snap Store. Mais pour la faire simple, c'est pas terrible et la semaine dernière je vous avais indiqué qu'il existait un client alternatif qui a été fait en Flutter. Et très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que désormais, lorsque vous êtes sur le canal Preview, ce n'est plus l'application Snap Store classique qui est proposée, mais tout simplement la version Flutter. Alors que c'était un projet totalement fait de manière indépendante, absolument pas maintenu par Canonical. Et donc on est en train de se poser la question si finalement cette application qui était faite par la communauté ne va finalement pas devenir l'officiel. Alors là-dessus, la personne qui a écrit cet article dit qu'il y a encore peut-être 2-3 modifications à faire pour que ça s'intègre un peu mieux au système, mais dans l'ensemble, c'est beaucoup mieux. Donc au final, entre l'installateur graphique d'Ubuntu et cette nouvelle application, et bien finalement Ubuntu est à fond avec Flutter. On continue avec quelque chose qui va vous être particulièrement utile sur votre téléphone, et c'est en l'occurrence Firefox Relay. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais aujourd'hui, cette fonctionnalité, elle vous permet tout simplement d'avoir des faux emails, un peu comme le fait Apple, c'est-à-dire que vous allez donner un faux email et ça va rediriger vers le bon. Et il existe une version premium qui supporte vos propres noms de domaine et la possibilité de répondre aux emails, alors que la version gratuite, c'est juste finalement le forwarding d'emails. Et là, ce Firefox Relay, il va être enrichi d'une nouvelle fonctionnalité, c'est la même chose, mais pour les numéros de téléphone. Donc de la même manière que vous créez un faux email, vous allez donner un faux numéro de téléphone, et ça va rediriger tous les appels et SMS vers votre propre numéro. Ça va donc vous permettre d'éviter tout ce qui est spam et tout ça. Et les informations qui sont données, c'est que cette fonctionnalité-là sera disponible au mois d'octobre, mais uniquement aux États-Unis et au Canada. Et là-dessus, il va falloir faire attention parce que certes, il y a une version payante qui existe, qui coûte donc 99 centimes, mais l'accès à la fonctionnalité sur les numéros de téléphone sera en supplément, donc ce sera 99 centimes plus quelque chose. Mais attention, là aussi il y a un petit changement, c'est que auparavant ça coûtait 99 centimes pour avoir accès au service, et maintenant ça va coûter 1,99 parce qu'ils avaient indiqué que ça allait augmenter à la fin septembre. Donc voilà, Firefox Relay, si vous utilisez Firefox ou pas, parce que c'est totalement indépendant, eh bien peut-être que cette fonctionnalité-là va vous intéresser parce qu'elle va vous permettre d'éviter de donner votre numéro de téléphone en clair. On va prendre quelques instants pour une pause et l'actualité en bref. Et non, Huawei ne baisse pas les bras puisqu'il propose actuellement un concours pour tous les développeurs mobiles. Il suffit de proposer une application Android qui utilise les HMS, c'est-à-dire les services de Huawei pour les notifications cartes et autres briques que le géant chinois a dû remplacer. À la clé, près de 200 000 $ de cadeaux. On change de continent pour aller chez Microsoft qui ne brille pas par sa sécurité. D'une part, Teams vient d'être épinglé pour stocker en clair des tokens d'authentification.
En effet, les applications natives pour Windows, Mac et Linux sont ainsi concernées, et ce token donne accès à Skype ou encore la messagerie Outlook. La deuxième faille est plus surnoise puisqu'elle concerne les publicités au sein du flux d'actualité du navigateur Edge. Certaines publicités font croire qu'elles sont de bonne foi, mais vont en réalité rediriger les utilisateurs vers des sites de hameçonnage. Pour ne pas éveiller les soupçons, des requêtes vers les régies publicitaires sont tout de même réalisées. On poursuit et termine chez l'entreprise de Redmond avec la mise à disposition de la première release candidate de .NET 7. La version finale est déjà prévue pour début novembre où une nouvelle version de .NET MAUI sera également au rendez-vous. On reste dans le monde des navigateurs avec Chrome sur Android qui possède une option pour demander l'authentification par empreinte avant d'accéder au mode incognito, une fonctionnalité qui existe depuis longtemps sur iOS. Attention, si vous avez une télé Sony, l'utilisation du Chromecast empêche la mise en veille. Résultat, une facture électrique élevée en fin d'année. Enfin, une actualité qui plaira à tous les PCistes des années 2000, puisqu'après le retour d'un client lourd pour Winamp, voici sa version web, WebAmp. On poursuit avec des statistiques autour d'iOS, et en l'occurrence sur iOS 16, il y a des nouvelles fonctionnalités autour des widgets, un peu comme il y en avait eu sur iOS 14, où là ça avait été complètement ajouté. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que finalement, les applications les plus populaires ont explosé en termes de téléchargement. Si on regarde l'application qui s'appelle Top Widget, elle a fait 750 000 téléchargements de plus. Et pour ce qui est de Color Widget, c'est 35 000 de plus. Donc comme vous pouvez voir, vraiment les utilisateurs se sont précipités pour les nouvelles fonctionnalités. Donc en l'occurrence, auparavant les widgets ils étaient sur le bureau, maintenant ils sont aussi sur l'écran de déverrouillage et a priori les utilisateurs ils avaient vraiment envie de tester. Et la deuxième fonctionnalité elle concerne l'App Tracking Transparency, donc c'est lorsque vous avez des publicités, finalement dire je ne veux pas me faire traquer. Et comme vous pouvez voir sur ce graphique, voici les principales applications qui finalement utilisent cette App Tracking Transparency. Et ce que l'on voit très largement c'est que ce sont les jeux qui dominent cette catégorie, suivi ensuite de tout ce qui est shopping, donc achat, boutique, et enfin les utilitaires. Mais surtout ce qui est intéressant là-dedans, c'est que certes, il y a ces pourcentages au niveau des applications, mais d'une manière générale, l'App Tracking Transparency n'est demandé que par 58 000 applications, c'est-à-dire 4% du total de l'App Store. Donc au final, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que simplement 4% des applications ont besoin de vous traquer au final sur iOS, ce qui est relativement peu, alors qu'on parle énormément de la fonctionnalité, mais dans les faits, c'est pas utilisé autant que ça. Voilà, c'était tout pour ces petites statistiques. On enchaîne avec iOS 16.1 bêta qui est sorti en fin de semaine dernière et qui apporte les Live Activity. Et c'est justement là-dessus où je vous fais la vidéo ce midi. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en place le petit rappel. Et a priori, sur cette version bêta, il y a un gros souci si vous utilisez les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, à savoir tout simplement que le GPS ne marcherait plus. Donc a priori, si c'est le téléphone que vous utilisez au quotidien, surtout ne basculez pas vers cette version bêta, parce que c'est quand même plutôt embêtant. Et a priori, il n'y a rien qui explique de manière claire pourquoi il y a ce souci-là. Mais comme Apple le dit très clairement, les versions bêta, vous n'avez aucune garantie que le système marche bien. Donc faites bien attention. Une petite explication pourrait peut-être venir du fait que les iPhone 14 Pro et Pro Max ont en fait maintenant 2 GPS, du moins 2 fréquences sur lesquelles ils peuvent opérer. Donc ça permet d'améliorer la précision. Mais ce serait peut-être pour cette raison-là qu'il y a un petit souci peut-être au niveau des drivers. Et enfin, quelques petites vidéos sympas autour de Dynamic Island et du Notch sur les iPhone 14 Pro. Où vous voyez que certains ont carrément créé des jeux autour de cette fonctionnalité-là. Et d'autres, comme vous pouvez le voir ici, s'amusent à mettre des petits animaux. Vous voyez ici, il y a même plusieurs possibilités. Donc c'est sympa au final de voir toute la créativité qu'il peut y avoir autour de finalement un simple Notch. Pour conclure ce Dev Café, je vais d'abord vous présenter le sondage et ensuite vous parler de l'article qui va en rapport. Pour le sondage, la question c'est autour de l'écologie et du développement, parce qu'on parle très souvent d'écologie dans notre quotidien, mais aussi de développer finalement ça a un certain impact dans l'environnement. Et la question que je vous pose c'est finalement vous au quotidien, est-ce que vous avez déjà pris des actions concrètes pour essayer de réduire votre empreinte carbone? Est-ce que vous avez des objectifs mais pas encore d'action? Ou alors est-ce que c'est quelque chose que vous êtes finalement en train de penser mais vous n'avez pas encore réfléchi sur quoi? Ou alors carrément vous en avez absolument rien à faire, et donc comme je le mets, est-ce que vous en tamponnez le coquillard ou pas? Donc voilà, ça c'est le petit sondage du jour, et là maintenant je vais vous parler de l'article qui est en rapport. En l'occurrence c'est Ubisoft qui a publié il y a déjà quelques mois un article dans lequel ils essayent de faire un peu de transparence autour de ce sujet-là.
Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas au cas où Ubisoft, c'est tout simplement un développeur de jeux et ils sont au niveau mondial, il y a énormément de studios, mais ils sont originaires de France à la base. Et chez eux, et en 2021, leur empreinte carbone, elle atteint 148 000 kilotonnes, c'est-à-dire à peu près 7,2 tonnes par employé. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le graphique que vous voyez ici, où en fait ils vont découper chacune des parties pour comprendre qu'est-ce qui consomme le plus. Alors, vu qu'ils font des jeux, on pourrait se dire bah, c'est peut-être la production physique des CD ou quelque chose comme ça. Mais pas du tout, parce qu'on voit que principalement c'est ce qui s'appelle purchases, donc les achats. Mais j'y reviens dans une seconde pour vous expliquer exactement en quoi ça consiste. 15% c'est tout ce qui va être bâtiment, un seul petit pourcent pour le voyage des employés. Donc au final, voyager par avion ou par train, bah, ça représente très très peu chez eux. Ensuite, par contre, ce qui est assez important, c'est tout ce qui est data center avec 11%. Et ensuite, pour tout ce qui est les transports et la production, ça reste à peu près autour de 6%. Pour les visiteurs, à peu près 4%. Et les IT assets pour 5%. Alors, ce qui est intéressant du coup, c'est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces 58%. Et c'est en grande partie dû au recours à des sous-traitants. Ils peuvent avoir des exigences en matière écologique bien moins élevées. Et par contre, assez étonnamment, ça peut venir de tout ce qui est autour des médias. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple la production de contenu sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi faire venir des gens tester, donc faire venir les journalistes d'une manière générale. Et tout cet effort marketing, c'est ça qui pèse énormément. Donc entre d'un côté l'appel à des sous-traitants et de l'autre côté cet aspect marketing, c'est chez eux ce qui consomme quand même 58% des émissions, ce qui est totalement énorme, alors que les data centers sur lesquels ils peuvent agir directement au final, ça ne va concerner que 10%. Et même la production d'unités physiques de jeux vidéo, c'est pareil, c'est pas grand-chose. Donc c'est là où finalement on se dit, le développement, ça peut consommer, mais ça n'a rien à voir avec des éléments qui sont au final externes pour chez eux. Donc voilà, l'idée c'était de se baser sur cet article pour justement vous guider un tout petit peu sur la manière de répondre au sondage. Est-ce que vous avez fait comme eux certaines actions? Donc là je ne l'ai pas détaillé, mais eux par exemple ils font des efforts au niveau des data centers. Mais voilà, je suis vraiment curieux de savoir est-ce que vous essayez de faire des efforts ou pas du tout. N'hésitez donc pas à répondre à ce sondage, le lien il est soit dans les commentaires, soit vous pouvez aller directement dans la partie communauté, et n'hésitez d'ailleurs pas dans la partie commentaires à m'expliquer pourquoi vous avez fait tel ou tel choix. Peut-être que vous n'en avez rien à secouer, mais n'hésitez pas à me dire pourquoi. Ou alors vous avez justement pris des actions et dites-moi lesquelles. Voilà, donc je suis vraiment super curieux de savoir qu'est-ce que vous allez me répondre. Juste avant de se quitter, on va regarder les résultats du sondage de vendredi où je vous faisais réagir autour du rachat de Figma par Adobe. Et en l'occurrence, je vous demandais quel outil vous utilisiez principalement lors de vos développements. Et c'est très majoritairement Figma avec quasiment 70%. Ensuite vient Adobe XD et très loin Sketch. Et dans les commentaires, vous me donnez un certain nombre d'autres outils que vous utilisez dans votre quotidien, à savoir Zeppelin, Penpot, Adobe Firework ou encore Krita. Alors je les connaissais pas tous, mais pour Penpot, c'est par exemple une alternative open source à Figma. Et voilà, c'était les principaux faits marquants de ces derniers jours. J'espère que cette vidéo vous a plu, auquel cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Surtout n'hésitez pas à revenir ce midi si vous voulez savoir comment Dynamic Island sur iOS fonctionne. Mais pour vous la faire courte, Apple a vraiment fait les choses bien parce que c'est extrêmement simple à mettre en place. Mais bon, si ça vous intéresse pas de problème. Je vous donne dans ce cas-là rendez-vous demain matin ici à 7 h et je vous souhaite donc une bonne journée à tous.